صباح الخير عليكم. الزلف الأول سالفرح أنقران يدروحا أرذية أسية أروى داميزور باش الشركة ديذون أرثي من الليثية يعنان لو ديفلوبمون دورابل. Je voudrais vous rassurer tout de suite, je ne vais pas vous faire une conférence de mathématiques. Je suis, vous le savez, mathématicien, directeur de l'unité de recherche, l'AMOS. C'est la seule en Algérie dans le domaine des mathématiques et de l'informatique. Il y a 156 chercheurs de très haut niveau. Et on s'intéresse aux applications des mathématiques, mais beaucoup plus pour pouvoir résoudre des problèmes posés par des entreprises industrielles ou bien par les organismes socio-économiques. Ici, je vais, vous voyez, essayer de clarifier quels sont les critères, les contraintes environnementales, les critères de développement durable qui interviennent dans la prise en charge des modèles mathématiques qui doivent être pris en considération. Alors, comme on est à Ouadamizor, je voudrais rappeler, j'ai été invité plusieurs fois par des associations. La dernière fois, il y a 2 ans, nous avons parlé du patrimoine, puisque j'ai vu que la thématique du forum, c'est le patrimoine fait le lien. Et vous voyez donc ici, j'avais mis l'accent sur la stèle de Tiazibine qui est très très importante, qui est plus proche de Barbacha mais qui se trouve sur le territoire de la commune de Ouadamizor. On l'avait même mis dans notre calendrier en 2018. Mais, si vous voulez, ce qui est important de signaler, c'est qu'il y a quelques jours, il y a eu la découverte de cette stèle qui a été faite par une famille qui s'appelle, je crois, attendez, je vais retrouver le nom, c'est important, dans voilà, chez Lara, qui a été découvert par la famille Chellara dans un village qui s'appelle Boadni, dans la commune de Smaoul, Isnaï. Cette stèle est très très importante. Elle est très très importante. Pourquoi? Parce que d'abord, vous voyez, elle ressemble à celle qui a été découverte en 2009 à Chemini. Et ce sont des stèles libyques figurées. Et c'est du même style que celle d'Abizar, qui était très célèbre. Alors pourquoi c'est très très important? Tout simplement parce que c'est le maillon manquant. Vous voyez sur la carte les communes dans lesquelles donc, des stèles libyco-romaines ou bien libyco-berbères ont été découvertes ces 15 dernières années, c'est-à-dire qu'avant, on pensait que ces stèles n'existaient que en Grande Kabylie ou bien du côté de la Cale, du côté de Annaba, mais finalement, vous regardez que une dizaine de stèles ont été découvertes ces dernières années. Et comme je vous ai dit que je suis mathématicien, je vais vous dire que nous avons une autre vision du patrimoine. Vous connaissez tous l'aqueduc de Touja. C'est le monument le plus important de la wilaya de Béjaïa. Et il fait, vous voyez, l'aqueduc, c'est tout ça. Il y a 32 km, 16 km à vol d'oiseau. Et quand la ville de Saldaï a été fondée en 25 avant Jésus-Christ, mais c'est au IIe siècle, donc au début, donc la ville était alimentée à partir de l'eau du Gouraya.
Et au IIe siècle, donc, l'eau du Gouraya ne suffisait pas, et donc il fallait ramener l'eau de Toudja. Et donc, imaginez-vous comment ramener l'eau sur 32 km. Lorsqu'il y a une vallée, on construit un pont. Lorsqu'il y a une montagne, on creuse un tunnel. Et vous voyez ici, ce qui est en couleur, c'est ce qui reste. Et vous avez ici la reconstitution. Et l'ingénieur militaire, on l'appelle le librator nonus datus, qui a construit cette conduite. Vous voyez ici le tunnel nous avons envoyé une équipe pour visiter donc, ce tunnel en 2006. C'était la première fois depuis un siècle qu'il était ouvert. Et pourquoi est-ce que l'aqueduc est très important? Tout simplement parce que jusqu'à présent, on ne sait pas comment les Romains calculaient avant. Et ici, pour la première fois, donc, nous avons des informations grâce au cippe romain qui se trouve sur la petite fontaine en face de l'hôtel de ville et où l'ingénieur a décrit les péripéties liées donc, à la construction. Et vous savez qu'un enseignant de votre département, le docteur Germoun, a fait sa thèse donc, sur cette conduite. Mais cette conduite a également intéressé un autre mathématicien très important qui s'appelle Eugène Déwulf. Donc là, on est en 1865. Il va utiliser donc un certain nombre d'hypothèses, il va faire des calculs, il va mesurer le diamètre et il va calculer quelle était la population de la ville de Béjaïa à l'époque médiévale. Et enfin, un autre mathématicien très important qui s'appelle Albert Ribocourt, qui était l'ingénieur en chef des ponts et chaussées dans tout l'Est algérien, c'est lui donc qui a piloté le projet de réutilisation de l'aqueduc par les Français en 1896. Vous voyez ici le document historique signé de sa main. Ribocourt, le document est publié dans ce livre donc, du ministère des Ressources en eau. Et Albert Ribocourt a piloté 7 chantiers importants dans la ville de Béjaïa. Et dans quelques jours va avoir lieu cette exposition que nous organisons avec l'entreprise portuaire de Béjaïa. Et il va y avoir un circuit à travers les chantiers qu'il a mis en œuvre à Béjaïa, parmi lesquels un quai du port, la maison d'hôtes de la wilaya, la voie ferrée entre Béjaïa et Beni Mansour, etc. Je suis président d'une société savante qui s'appelle GIMAB et qui s'intéresse à l'exhumation des témoignages sur les activités scientifiques à Béjaïa, au Maghreb et en Méditerranée. Mais le travail que nous avons fait, qui au début s'intéressait aux mathématiques, nous a conduit donc à travailler avec des spécialistes, des architectes, des archéologues, des anthropologues, des spécialistes de sciences religieuses, etc. Et dans ce cadre, nous avons initié un certain nombre de projets. Par exemple, en 1998, nous avons permis à la ville de Béjaïa d'adhérer à la conférence permanente des villes historiques de la Méditerranée. Et puisque tout à l'heure on parlait du fort Gouraya, dans le cadre donc, de cette ONG, alors pour que ça puisse être possible, il a fallu une délibération du conseil municipal, qui a eu lieu, je crois, en 1998. Et en 2003, la conférence des maires des villes historiques de la Méditerranée ont fait une réunion à Béjaïa et parmi donc les projets qui avaient été retenus, l'un d'entre eux était la prise en charge, la restauration du fort Gouraya en collaboration avec la mairie de Chativa, à Valence en Espagne. Le musée de l'eau est l'un des projets donc, que nous avons initié, au début parce que le travail qu'on faisait sur l'aqueduc, mais ensuite parce que, si vous voulez, c'est le ministère
la solidarité qui nous avait demandé de lancer ce projet. Pourquoi? Ce n'est pas par rapport à la conduite, c'est par rapport à l'usage de l'eau à Toudja. Il y a dans cette région un usage de l'eau qui est spécifique. Pas simplement le fait qu'il y avait une centaine de moulins à eau, c'est-à-dire l'utilisation de l'énergie, de l'eau comme source d'énergie, mais également la manière dont l'eau est répartie entre les jardins, entre les habitations, etc. Et ce projet a ensuite été transformé lorsque on nous a donné l'ancien Souk el-Fellah. C'est le seul d'ailleurs en Algérie qui a échappé au bradage. Et dans ce cadre, il y a eu donc des projets. Vous voyez ici un projet donc, de développement local durable qui a fait que le GIMAB a été sélectionné à la demande donc, du ministère des Affaires étrangères et du PNUD pour faire partie de la délégation officielle de l'Algérie à la conférence Rio +20 en 2012 au Brésil. Nous avons également initié le musée de géologie qui se trouve à Sidi Wali. C'est le seul en Algérie qui a été conçu pour le public. Sa collection de géologie générale est unique en Algérie. Et il y a donc un certain nombre d'activités que des associations ou bien des institutions entreprennent dans ce... Et donc le GIMAB fait partie d'un certain nombre d'institutions au niveau de la wilaya, comme la commission donc la commission de l'urbanisme, de l'architecture et de l'environnement de la wilaya de Béjaïa. Et dans ce cadre, nous avons donc été associés à un certain nombre de cadres dans lequel donc le développement durable doit occuper une place très importante. Parmi ce cadre, il y a le plan d'aménagement du territoire de la wilaya de Béjaïa qui avait été confié à un bureau d'études, le CNEAP à Alger, ou bien le schéma directeur touristique de l'aménagement touristique de la wilaya de Béjaïa, qui a été confié à un autre bureau d'études à Alger qui s'appelle Urbaco, je crois, ou bien le plan permanent de sauvegarde du périmètre sauvegardé de la wilaya de Béjaïa, qui, vous le savez, a été dans un premier temps donc validé en 2013, mais qui, lorsqu'on s'est rendu compte qu'il y avait un périmètre qui était important, donc nous avons changé renouveler donc la vision. Il y a eu ici, sur le territoire, des initiatives importantes concernant le développement durable. Vous voyez ici l'université d'été, tourisme et développement durable, qui a eu lieu en 2008. Ou bien, regardez, là, j'ai vu que vous allez aller à Taourir Teril l'après-midi. Il faut savoir que dans cette région, en 2016, il y a eu un projet d'organisation d'un salon international pour le développement durable en Méditerranée. J'en arrive maintenant à l'objet de mon intervention, c'est-à-dire recherche opérationnelle et développement durable. Maintenant, il faut bien comprendre que le développement durable, ce n'est pas simplement pour les spécialistes de l'environnement, ou bien pour les économistes, ou bien pour les architectes. Le développement durable concerne tout le monde. Et en ce qui nous concerne, c'est-à-dire les mathématiciens, vous voyez que à l'étranger, il y a des études spécifiques qui concernent le développement durable. Vous voyez ici, par exemple, dans cette université, vous avez ici la possibilité, la protection de la biodiversité, comment les modèles de recherche opérationnelle sont appliqués. Alors, deux mots sur la recherche opérationnelle. Pour vous, les mathématiques, c'est ce que l'on voit de ce côté. C'est-à-dire que vous avez un problème et ensuite vous développez une méthode mathématique et vous obtenez une solution et vous avez terminé.
Mais en recherche opérationnelle, ce n'est pas comme ça. En recherche opérationnelle, vous avez une situation générale et vous devez construire le modèle mathématique. Et si vous vous trompez dans cette étape, vous allez obtenir ici un problème qui n'est pas conforme, la position du problème qui n'est pas conforme au problème qui est réellement posé. Et ensuite, quand vous avez trouvé la solution, vous n'avez pas terminé. Ici, vous devez faire l'interprétation et vous devez pouvoir faire des recommandations aux personnes qui, elles, sont chargées de la prise de décision. Voilà un exemple de problème de recherche opérationnelle. En 1998, le directeur de Sonatrach est venu dans mon bureau et c'était en 1998 et il m'a posé la question suivante. Est-ce que les infrastructures de la DRGB Sonatrach seront suffisantes pour faire face aux objectifs de l'entreprise à l'horizon 2001? Voilà. Voilà un problème un véritable problème de recherche opérationnelle. Les infrastructures de la DRGB, c'est, vous l'avez bien compris, la DRGB, c'est la direction de la Sonatrach Centre. Et vous voyez, donc, c'est les infrastructures, c'est l'oléoduc qui va de Hassim Saoud jusqu'à Béjaïa avec la bretelle sur Alger vers la raffinerie. Et nous avons donc, ces 30 dernières années, abordé un certain nombre de problèmes qui ont été posés par des dizaines d'entreprises industrielles ou bien des organismes socio-économiques de la wilaya de Béjaïa. Et ces entreprises, parfois, il y a des dirigeants qui sont assez ouverts. Hein. Par exemple, vous voyez ici, à Borj Bouaraj, l'entreprise Mbag, qui a une revue d'entreprise, a consacré toute une visite à les étudiants de recherche opérationnelle avec en écart qu'est-ce que c'est que la recherche opérationnelle. Et voici les domaines dans lesquels donc, nous avons intervenu. Vous voyez par exemple avec le port de Béjaïa, il y a eu tout un programme parmi lequel donc, nous avons participé à la certification du port de Béjaïa et nous avons également ensuite participé à des rencontres organisées par le port en collaboration, parmi lesquelles donc, vous avez des problèmes qui entrent directement dans le développement durable, mais d'autres qui sont plus générales. Et en même temps, nous avons également participé à la création de l'entreprise BMT, avec, vous savez que c'est une jointe venture entre le port de Béjaïa et le Singapourin Portec, qui est spécialisé dans le transport à conteneurs. Et ici aussi, donc, il y a des continuités par rapport à la prise en charge. Mais également, vous voyez, avec le port également et avec la mairie, nous avons contribué à la création d'un nouvel espace à Béjaïa, la promenade Fibonacci, qui se trouve donc au niveau donc, du côté du port. Alors, je vais passer sur ça pour revenir. Vous voyez le nombre de problèmes qui sont directement liés, si vous voulez, au développement durable. Je ne vais pas y revenir. Par exemple, vous voyez ici un problème posé par la mairie concernant l'optimisation du coût de transport des déchets ménagers. Le président de séance m'informe que mon temps de parole a été divisé par 2. Mais je vais quand même dire quelques mots supplémentaires. Et donc là, par exemple, en ce qui concerne les problèmes de transport, il y a la congestion urbaine, où il s'agit donc d'éviter ça, donc de limiter le temps d'attente. Mais cette caractéristique peut être utilisée pour, si vous voulez, réduire la pollution, si on le prend du côté de développement durable. Je passe sur tout ça. Je passe également sur les travaux qui concernent la gestion de l'eau.
hein, avec l'édémia, avec l'hydraulique. Également donc sur les problèmes donc, avec Sonelgaz qui concerne la planification et la prise en charge donc, des réseaux électriques. La même chose donc pour Cévital concernant par exemple la prise en charge des silos à grains qui se trouvent au niveau de Bougie-Plage. Mais je vais m'attarder, quelques mots, sur la chaîne logistique. Dans une entreprise, notamment par exemple ici à l'entreprise Cévital, vous avez par exemple l'huilerie qui a une chaîne de production. Ce qu'on appelle la chaîne logistique, c'est ce qui se passe également en amont et en aval de la chaîne de production. Et donc, dans le problème qui nous a été posé par l'entreprise Cévital, elle ne concernait, si vous voulez, les critères qui ont été avancés sont simplement des critères économiques. Voilà. Or, aujourd'hui, il y a la possibilité de prendre en compte des critères développement durable dans la prise en charge des problèmes de la chaîne logistique. Vous voyez ici un article qui concerne les modèles de recherche opérationnelle pour la conception et la planification des chaînes logistiques durables. Durable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on prend en considération des critères qui sont propres au développement durable, c'est-à-dire pas simplement des critères en rapport avec l'économie, ou bien avec l'environnement, ou bien avec la société. Donc vous avez ici la justification de ce qui doit être pris en compte, et je passe sur tout ça pour m'attarder ici sur les critères de performance durable qui n'ont pas été pris en compte avant, si vous voulez, dans les études que avaient été proposées par l'entreprise Cévital. Donc vous avez ici, sur les 12 critères, vous en avez 5 qui concernent l'économie, il y en a 5 qui concernent, 4 je crois, qui concernent l'environnement, et il y en a 3 qui concernent la société. Et bien entendu, ici, je ne prends pas en considération d'autres critères qui peuvent être pris en considération, comme le fait d'empêcher donc qu'on utilise des enfants pour le travail, ou bien des critères liés donc au droit du travail. Voilà, donc je vous